Il est 12h30. Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Bonjour et bienvenue à tous. Le gouvernement a changé de visage depuis hier soir. On note de nouvelles entrées et des changements de portefeuille. Le nouveau visage du gouvernement togolais à suivre dans cette édition. Renforcement de la lutte contre l'érosion côtière au Togo. L'AFD, l'Agence française de développement, finance à hauteur de 23 milliards de francs CFA la construction d'infrastructures de protection du littoral. Une convention de financement a été signée hier à Lomé. 3 fêtes traditionnelles ce week-end, Pontre Nundak dans le Grand Bassar, à Gbogbosan à Noche et à Bobozan à Tchévier. Invité de ce samedi, Harim Anala, directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, intervient sur la fin des vacances utiles organisées par le gouvernement à l'endroit des élèves. Demain dimanche 10 septembre est commémorée la journée mondiale contre le suicide. Le deuxième invité, Prudence Lawson, psychologue, aborde le sujet dans cette édition. Les autres rendez-vous du magazine Samedi Pluriel, vous les connaissez, Écho du Palais, sport et revue de presse. Le gouvernement togolais connaît une modification depuis hier. De nouvelles personnes font leur entrée dans l'équipe gouvernementale et d'autres ministres changent de portefeuille. Christian Trémois, nouveau secrétaire général du gouvernement. Décret portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret portant nomination du Premier ministre, vu le décret portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, décrètent, sont nommés ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, général de brigade Damhan Yak, ministre d'État, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, monsieur Kodjo Sevontepe Adedje, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, préfet Kodabalo Awate, ministre de la communication, des médias, porte-parole du gouvernement, madame Yawa Kuigan, ministre de la sécurité et de la protection civile, ambassadeur Kalix Batosi Majuluba, ministre du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, madame Kaï Mivedor, ministre de la promotion de l'investissement, madame Manuela Madoupe Santos, ministre de l'accès universel aux soins, monsieur Jean-Marie Kofi Ewanoule Tessi, sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 8 septembre 2023, le président de la République, Faure Essozomna Niassini. On enregistre donc 5 nouveaux entrants. Le colonel Awate Hodabalo, précédemment préfet du Golfe, est nommé ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Caliste Batosi Majulba, anciennement ambassadeur du Togo en France, occupe le ministère de la Sécurité. Le maire de la commune Ogou 1, Yawa Kuigan, est nommé ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Manuela Nadzoukwe Santos, inconnu du public togolais, occupe la promotion de l'investissement. Enfin, la dernière nouvelle entrée au gouvernement est Jean-Marie Kofi Ewanoule Tessi, ancien directeur général de GTA Assurance et Vie. Aussi inconnu du public togolais, prend le ministère de l'accès universel aux soins. 2 ministres de l'ancienne équipe, le général Yark Damham et Adedje Kodjo, deviennent ministres d'État. Le premier occupe désormais le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Kodjo Adedje prend le ministère de l'habitat et de la réforme foncière. David Tchakbera, bonjour. Juliette Kamde, bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de Radio Lomé. Oui. Et ce remaniement au sein du gouvernement doit-il faire grincer les dents? En réalité, non. Pourquoi faire grincer les dents? Le président de la République est le seul qui appelle, qui nomme aux fonctions et qui démet également. Et lorsque il estime que vous pouvez l'aider à travailler à un moment donné, vous venez, vous accomplissez votre mission. Et comme Charles Kondi Agba le dit, le premier jour, quand on vous appelle, vous savez que à tout moment, vous pouvez repartir. Donc, il n'y a pas de dents à grincer. Quelle analyse faire donc de cette nouvelle équipe? Alors, pas d'analyse par rapport à la nouvelle équipe, parce qu'il n'y a pas en réalité de nouvelle équipe, mais il faut plutôt dire que l'analyse qu'il faut faire, c'est que depuis que le président Faure Gnassingbé est au pouvoir, il n'a jamais fait de remaniement à proprement parler tel que nous l'avons vu hier. C'est une première. C'est vrai qu'il y a une sortie du gouvernement entre-temps et c'est arrivé de temps à autre, mais pour ce cas d'espèce et ces sorties constatées, en réalité on n'en a jamais vu. C'est une première. Alors le président de la République sait comment il veut réajuster les billes qu'il a posées pour que au moins chaque pion puisse jouer sa partition. Donc il a procédé à ce remaniement que nous avons constaté hier. Voilà que le président de la République, accordant toujours la place à la femme, a quand même fait sortir de femmes et faire entrer encore, il y a des sorties de femmes et d'entrée de femmes, nous allons dire, et cela, nous pouvons nous en réjouir en ce sens que la femme a du potentiel, la femme togolaise a du potentiel et occupe une grande place dans le cœur du président de la République, et qu'en réalité, quand une femme se met au travail et s'illustre bien dans son domaine, naturellement, il y a de la place pour elle. Qui a dit qu'il n'y a pas de femmes au poste décisionnel dans notre pays? En réalité, la personne a menti, nous pouvons dire oh, mensonge. Et donc, le président de la République vous dit à vous femmes, Juliette Kamdé, que mettez-vous au travail, illustrez-vous, et vous avez votre place également auprès des instances décisionnelles pour que vous puissiez aider à conduire l'appareil gouvernemental dans la réalisation des projets au profit des populations. Voilà ce que nous pouvons faire comme un petit commentaire au sujet de ce remaniement, Juliette Kamdé. Merci donc à vous, David Tchakbera, pour ce commentaire. Merci, la suite Juliette. de cette édition, lutte contre l'érosion côtière, l'Agence française de développement, l'AFD, s'engage à compléter le projet Waka sur une distance de 7 km entre Gbodjomé et Agbodrafo. Une convention de financement a été signée hier entre le ministre de l'Économie et des Finances et l'ambassadeur de France au Togo, Hervé Segbono. Par cette convention, l'AFD, l'Agence française de développement, met à la disposition de l'État togolais un montant de 35 millions d'euros, soit environ 23 milliards de francs CFA sous forme de prêt. Ce montant porte sur la réalisation d'infrastructures de protection du littoral togolais. Augustin Favero, ambassadeur de France au Togo. Concrètement, ce financement permettra au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières d'augmenter de 7 km la partie de la côte sur laquelle seront aménagés 18 épis pour réduire l'avancée de la mer entre Agbodrafo et Gbodjomé. Avec le tronçon déjà achevé et financé, c'est un total de 25 km de côte qui fera donc l'objet de travaux. Par ailleurs, les premières victimes de l'érosion côtière, de cette détérioration du littoral, sont les communautés qui y vivent. En plus des travaux, le projet permet de développer des dispositifs d'accompagnement socio-économique. Freiner l'avancée de la mer, c'est protéger les populations, leur cadre de vie et de travail. Sani Yaya, ministre de l'Économie et des Finances. Entre l'océan et Lomé, c'est la côte. Cette côte héberge beaucoup d'activités économiques. Les pêcheurs, les ports de pêche, les activités maraîchères et d'autres exploitants agricoles qui sont installés sur la côte et qui essayent d'exploiter, disons, les zones où encore l'agriculture est possible. Toutes ces populations sont menacées. Le projet Waka, projet d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, porte sur 18 km de côte au Togo, de Agbodrafo à Anéo. La réalisation des travaux additionnels avec le financement de l'AFD sur 7 km entre Gbodjomé et Agbodrafo porte à 25 km le littoral togolais aménagé contre l'érosion côtière.
Les candidats au concours des écoles de formation médicale ont composé hier sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, le ministre de la Santé a visité le centre d'écrit du lycée de Tokouin pour s'enquérir du déroulement des épreuves. Solim Lemou. Ils sont nombreux au lycée de Tokouin à concourir pour l'entrée dans les écoles paramédicales. Sur le terrain du centre d'écrit, certains assis sous les arbres, les yeux fixés dans leurs documents, essaient de revoir quelques notes avant l'entrée en salle. D'autres, en groupe, discutent de ce qui les attend comme sujet. Première épreuve, le français. Après celle-ci, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Moustapha Mediawa, s'est adressé aux candidats pour les encourager. Un concours, il faut viser le 20 sur 20, pas le 10 sur 20, qui est valable pour des examens. Ici, c'est un concours, on recrute les meilleurs. C'est la différence entre un examen et un concours. Le ministre Mediawa revient sur les objectifs du concours. Les ressources humaines, c'est l'un des piliers d'un système de santé. Et quand on dit les ressources humaines, il y a en amont la formation, en aval le recrutement. Et sur instruction du chef de l'État, nous avons organisé un concours de recrutement de ceux que nous devons former dans nos écoles paramédicales. Nous avons une dizaine d'écoles paramédicales à Lomé et dans toute l'étendue du territoire national. Et nous avons également une dizaine de filières paramédicales. Donc le concours d'aujourd'hui est destiné à alimenter ces filières-là, à recruter des apprenants pour une durée de 3 ans, ce qui va nous permettre de disposer d'un vivier lors du recrutement d'agents qualifiés pour nos centres de soins. Certains candidats parlent de leur motivation. J'ai choisi l'infirmerie parce que j'aime sauver des vies et puis c'est un travail assez noble. J'ai envie d'être une accoucheuse, aider mes parents, mes amis filles à accoucher. Les candidats sont au total 15 634 répartis dans 6 centres sur tout le territoire national. À la fin, 820 candidats seront retenus. C'est bientôt la rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines exactement, et les portes des vacances se referment à petits coups. C'est aussi la fin des vacances utiles et citoyennes pour les élèves du centre aéré d'Amanda Homé. La cérémonie de clôture de ces activités a eu lieu hier à Lomé. Reportage Raoul Tetonyake. Arborés de t-shirts sur lesquels on pouvait lire « Jeunes non à la drogue », pour la paix, agissons ensemble. Ces vacanciers, visages souriants à l'allure de l'événement, ont chanté et dansé pour clôturer en toute beauté les vacances. Un signe de remerciement pour les 2 semaines d'activités manuelles et culturelles menées au centre aéré de la Maison des Jeunes d'Amanda Homé. Quelques-uns s'expriment. Nous aimerions, durant les prochaines vacances utiles et citoyennes, faire des visites sur des sites touristiques et aussi prolonger le nombre de jours des vacances utiles et citoyennes. Ce temps m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Par exemple, moi j'ai été à l'atelier d'art culinaire et là on m'a appris des choses que je ne savais pas apprendre. J'aimerais que ça soit continuel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les vacances sont faites vraiment pour le loisir, pour autre chose, mais on va encore, suite à cette occasion, tu peux apprendre encore plus de choses qui vont t'aider dans l'avenir. Le ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, a visité la mini-foire de ces jeunes. Il y avait des savons liquides, des tableaux peints, des mets du terroir qui sont leurs propres œuvres. Elle s'est réjouie de leur créativité. C'est incroyable ce que ces jeunes enfants ont pu faire en 2 semaines. Le temps est court, ils ont souhaité pour les années prochaines avoir un temps plus long pour pouvoir révéler davantage leurs talents. Ils ont appris dans des domaines divers, la cuisine, le perlage. Et je crois que le gouvernement a vraiment raison d'être engagé sur l'accompagnement multiforme de notre jeunesse. Le président de la République ne ménage aucun effort pour que notre jeunesse soit notre fierté et qu'elle soit capable de porter le destin du Togo plus haut, plus loin et toujours. La remise des kits scolaires a mis fin à l'édition 2023.
Agbobozan ou Tézan, édition 2023 des peuples Evé, connaît son apothéose ce samedi à Noche, berceau historique du peuple Evé. C'est un moment de retrouvailles entre fils et filles Evé. Cette population retourne donc à la source. C'est la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dobé, qui préside l'événement ce samedi. Geneviève Pognon, depuis Noche. Juliette, rien n'a encore commencé ici. La place de l'indépendance de la ville de Ngoatian, qui accueille les festivités de Agbobozan édition 2023. La chef du gouvernement, Victoire Tomega Dobé, vient d'arriver sur les lieux. Cette place est bondée de monde. Des évêques de tout horizon sont présents pour réaffirmer leur identité culturelle, laquelle riche aux valeurs propres à ce peuple. Plusieurs groupes folkloriques et des couvents vaudous, notamment des échassiers communément appelés aguélés, les pieds attachés à des planches sur lesquelles ils sont montés. Ils démontrent leur savoir-faire à travers des acrobaties. On note également les Angbetos dans leurs rameaux qui tournent sous forme de tourbillons, les alagas qui font leur pas de danse. Ils sont réputés pour assurer la protection des chefs traditionnels. L'on note également la présence de plusieurs groupes de danse, notamment les groupes d'Agbadja, de Bobobo, de Gazo. Bref, toutes sortes de danses. On a une pléthore de chefs traditionnels ici, drapés dans leurs bagnes locaux. Ceux des pays frères Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire sont aussi présents pour soutenir leurs collègues du Togo, à la tête duquel le chef traditionnel est Fiagan Agokoli 4. Plusieurs personnalités et autorités sont présentes, au rang desquelles on note la présence de la Première ministre, les membres du gouvernement, les autorités politiques et administratives. En tout cas, Juliette, il y a un monde fou ici. Les fils et filles évêques sont plus que jamais décidés à revisiter ce jour leur histoire. Geneviève Pognon, depuis la place de l'Indépendance à Ngoatian pour Radio Lomé. Geneviève Pognon, nous allons un peu plus au nord pour parler également du clou du spectacle de la fête des Ignames. Toujours dans le Grand Bassar, c'est ce samedi. Hier nuit déjà a eu lieu la danse du feu sur la place publique derrière la mairie de Bassar. Nous vous proposons cette interview du chef traditionnel. On commence par l'initiation. Avant que vous ne soyez aussi initié, ça dépend de la manière dont tu es né. Toujours malade, tu es grand, tu fais tes affaires, ça ne réussit pas, tout ça. Quand on va charlater, on trouve que tu dois être le futur danseur de feu. On te fait des cérémonies avant que tu danses. Nous allons retrouver le chef canton sur comment se préparer, comment s'initier à la danse du feu. On lit dans le feu, dans la nuit, on nous dit ce qui se passe. Le danseur du feu, ou bois, doit interpeller le concerné, ou bien un de ses parents. Et on lui dit de faire cette cérémonie. Si vous croyez et vous le faites, ça va passer. Si ce bol disparaît, ça veut dire que Bassar a disparu. Actuellement, vous voyez des jeunes, les femmes, elles dansent. Avant, c'était rare. Alors, je ne pense pas que ça va disparaître. Sinon, nous allons tuer Bassar. L'Union africaine devient officiellement un nouveau membre du G20. Elle a pris place aujourd'hui en tant que nouveau membre de l'organisation à l'approbation de tous les autres membres et à l'invitation de son hôte, de l'hôte du sommet, l'Inde. C'était une décision attendue. Elle est désormais actée depuis le début du sommet à New Delhi. Durant ce sommet, les dirigeants du G20 vont aussi faire face à plusieurs défis, surmonter leurs divisions sur l'Ukraine et parler du climat ou encore prendre des engagements concrets en faveur des pays en développement. L'Inde, qui préside cette année ce groupe rassemblant les plus grandes économies occidentales et émergentes, a affiché sa volonté d'être le porte-voix pour les besoins des pays du Sud.
Un puissant séisme au Maroc fait plus de 800 morts et des centaines de blessés. Puissant séisme, ce séisme a frappé le Maroc dans la nuit dernière, causant la mort de moins 820 personnes et 672 blessés, selon un nouveau bilan, toujours provisoire, du ministère marocain de l'Intérieur. Il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique, basé à Rabat, a indiqué que le séisme était d'une magnitude 7 degrés sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments, notamment dans les provinces et communes d'Al-Haouz, Taroudant, Chichaou, Ouarzazate et Marrakech. Le gouvernement a initié depuis quelques années déjà le programme Vacances utiles au profit des élèves. Pour l'édition 2023, plusieurs enfants sur toute l'étendue du territoire ont pris part aux différentes activités inscrites à l'agenda de ce programme. Les Vacances utiles ont fermé leurs portes hier. Nous recevons le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Arim Anala. Il évoque le séjour de ces jeunes dans les différents centres. Il est au micro de Raoul Tetonyake. Bonjour directeur. Bonjour. Dites-nous pourquoi les vacances utiles pour les élèves. Merci beaucoup. Déjà, le titre du programme dit exactement ce que nous voulons à travers cette initiative. C'est vraiment de rendre utile les moments de vacances pour les élèves. Et derrière, notre objectif, c'est de faire en sorte que les élèves passent des moments de vacances sains. Parce que nous savons très bien que, généralement, pendant les périodes de vacances, l'encadrement des élèves pose un petit problème. Et si on ne sait pas les entretenir, si on ne sait pas leur offrir des activités qui soient des activités saines, on est vite arrivé à la déviance qui risque aussi de les conduire, de les exposer aux fléaux sociaux. Et quand nous parlons fléaux sociaux, nous parlons le contact avec la drogue, par exemple, mais aussi, plus généralement, la grossesse non désirée. Pendant le temps que les enfants sont occupés avec nos activités, ils sont épargnés des mauvaises fréquentations. Et donc, ça, c'est véritablement ce que nous apprenons aux enfants. Et durant cette période de vacances, ce sont des activités qui sont des activités d'utilité quotidienne. Les enfants gardent ces activités et tout au long de leur vie, ça peut leur servir. Et durant les centres aérés, les enfants ont eu à choisir des ateliers. Au nombre des ateliers, nous avons l'atelier art culinaire, par exemple, où les enfants ont appris à préparer différents mets. Nous avons eu un atelier d'initiation en informatique pour permettre aux enfants de toucher à l'outil informatique. Nous avons eu un atelier de perlage, de fabrication de colliers à base de perles. Nous avons eu un atelier de dessin d'art. Nous avons l'atelier savonnerie ou cosmétique, où les enfants ont appris à préparer du savon liquide, de la pommade salicylée. Et nous avons aussi un atelier décoration de chaussures. Nous avons également l'atelier sérigraphie, où des enfants ont appris à mettre des écritures sur des tricots. Voilà, donc c'est cet ensemble d'activités que nous avons eu. Et comme je l'ai dit, c'est des activités socio-culturelles également. Les enfants ont eu l'occasion de s'inscrire pour la danse chorégraphique, pour des sketchs, pour du ballet. Et donc, ça se voit à la clôture. Donc, la clôture, quand vous arrivez à la clôture d'une activité, de ces activités-là, vous avez l'occasion de voir tout ce que les enfants ont appris durant leur séjour. Prenez l'exemple des enfants qui savent désormais préparer le savon liquide qui va servir pour le ménage, pour la vaisselle à la maison. Prenez l'exemple des enfants qui se sont inscrits dans les ateliers de l'art culinaire, qui savent aujourd'hui faire des mets qu'ils auraient dû payer cher pour apprendre. Prenez l'exemple des enfants aujourd'hui qui savent faire des colliers, qui savent faire décorer des chaussures. Je crois que ce sont des activités pratiques qui peuvent les aider dans la recherche d'activités génératrices de revenus au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur scolarité. Voilà un peu ce que nous avons fait. Et durant ces activités, nous avons l'occasion d'animer des causeries avec ces enfants sur plusieurs thématiques. Nous avons parlé, par exemple, de l'importance de la cohésion sociale, de la lutte contre l'extrémisme violent au sein de la communauté. Mais nous avons aussi parlé de la nécessité d'échapper à la consommation de la drogue, mettant en exergue les conséquences, les méfaits de cette drogue et comment on arrive à éviter cela. Et nous avons parlé naturellement des grossesses non désirées ou bien des grossesses précoces, parce qu'aujourd'hui, en milieu scolaire, une préoccupation, selon les chiffres que nous avons du ministère de l'Action sociale, du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Voilà un peu l'objectif que nous avons
en organisant ce genre d'activité. Mettre les enfants pendant les vacances à l'abri des fléaux sociaux, à l'abri des mauvaises fréquentations, mais leur donner quelque chose qui peut leur servir tout au long de leur vie. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de ressources, donc cette année, nous nous sommes limités au centre aéré. Et ça fait 2 semaines que nous avons entretenu les enfants. Ce n'est pas la première fois que vous organisez ce genre d'événements, vacances utiles. Faites-nous un peu le bilan de vos activités. Il faut dire que les chiffres sont plutôt bons. C'est vrai que ces dernières années, faute de ressources et aussi des contingences, nous avons dû laisser tomber certaines activités, notamment les colonies de vacances que nous avions l'habitude d'organiser, mais aussi les journées éducatives. Les colonies de vacances, c'était pour les élèves du BPC, les journées éducatives pour les lauréats du Bac 1, mais aussi les excursions que nous organisions. Nous avons aussi les activités avec les associations qu'on a dû négliger cette année en raison de l'insuffisance de ressources, et donc les centres aérés. Je vais dire de manière très pratique que chaque édition, nous avons généralement mobilisé au-delà de 2000 jeunes. Et en termes de, disons, je prends juste les 2 dernières éditions où nous nous sommes arrêtés seulement au centre aéré. Et disons-le clairement, les centres aérés mobilisent beaucoup de jeunes et on constate un réel engouement autour de ces centres aérés. L'année dernière, nous avions 1250 jeunes qui se sont mobilisés autour de 6 centres aérés. Cette année également, c'est 6 centres aérés que nous avons organisés et nous avons 1313 jeunes qui se sont inscrits. Pratiquement, nous avons eu des demandes que nous n'avons pas pu accepter parce que nous avons un budget vraiment réduit, parce qu'il faut payer de la matière pour que les enfants puissent s'initier, et ça a limité. Et donc, les 6 centres que nous avons aujourd'hui, il faut le souligner aussi, c'est Lomé, la maison des jeunes de Lomé, qui a accueilli le plus grand nombre, plus de 320. Et nous avons Vaughan, nous avons Sokodé, nous avons Kara, nous avons Mango et nous avons Dapaon. Certains vont se poser la question, pourquoi ces sites-là? Nous sommes partis sur l'idée qu'il nous faut des cadres pour accueillir les enfants. Et là où nous pouvons accueillir les enfants, c'est là où nous avons ces cadres-là, donc les maisons de jeunes. Et donc, vous allez vous rendre compte que c'est les maisons de jeunes qui ont accueilli ces sites-là. Et nous allons clairement dire que notre souhait, c'est véritablement qu'on puisse mettre davantage, que les partenaires puissent comprendre la nécessité d'investir dans ces genres d'activités, qui sont plutôt des activités qui permettent aux enfants de cultiver la solidarité, de s'intégrer dans leur milieu, mais surtout de sortir de leur environnement quotidien. Le repli identitaire aujourd'hui est un phénomène qu'on peut constater. Nos activités permettent aux jeunes de quitter véritablement ces vulnérabilités. En tout cas, c'est des vulnérabilités quand les enfants ne savent pas être ensemble. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Un mot à l'endroit des élèves qui vont reprendre bientôt les classes. Pour les élèves, nous disons que c'est véritablement de se préparer et se dire que le premier jour de la rentrée constitue le jour déterminant pour le succès de l'année scolaire et de saisir l'occasion pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant ces périodes de vacances, surtout au sein de nos ateliers. La confraternité entre les élèves, la prévention de la drogue, ne pas se donner aux produits psychoactifs, mais surtout de faire en sorte pour les jeunes filles, même les jeunes garçons, de ne pas tomber dans des grossesses qui véritablement peuvent annihiler tous les efforts des parents et handicaper leur avenir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Raoul Tetoniake. Le 10 septembre de chaque année est commémorée la journée mondiale de la prévention du suicide. Agir en prévention du suicide, c'est aussi un engagement à prendre pour soi-même. Le mal existe-t-il chez nous et surtout comment le prévenir? Ce sont les préoccupations auxquelles notre deuxième invité, psychologue Prudence Lawson, va donc aborder. Il aborde ces préoccupations au micro de Hervé Segbonou. Monsieur Prudence Lawson, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le suicide? Le suicide, c'est un acte, si on veut être très simple, qui consiste à se donner la mort à soi-même, à mettre fin à sa vie. Donc l'individu trouve des moyens pour mettre fin à sa propre vie sans l'intervention d'une tierce personne.
Nous entendons beaucoup plus les suicides dans les pays occidentaux. Je ne dis pas que cela n'existe pas en Afrique ou bien au Togo, ça existe bien. Nous entendons bien que des gens se sont suicidés aussi chez nous. Quelles sont les raisons qui peuvent amener une personne à se suicider? Nous pourrions parler des motifs externes et des motifs internes. Alors, généralement, les personnes qui se suicident, il y en a qui se suicident, on ne maîtrise pas les motifs parce que c'est pas tout le monde qui écrit. Donc, il y a certains qui écrivent et qui donnent des raisons, et c'est ce qui nous permet de dire qu'il y a des motifs qui sont d'ordre intérieur et des motifs qui sont d'ordre extérieur. Par exemple, des gens se suicident après une trahison. Il se peut qu'une trahison mal vécue. Les deux ordres sont très liés. Une trahison, par exemple, mal vécue peut conduire quelqu'un à se suicider. La dimension externe est que il y a une tierce personne qui abandonne, par exemple, une autre. Donc, la raison évoquée vient d'ailleurs. Mais bien que la raison évoquée vienne d'ailleurs, la manière de vivre cette trahison-là qui vient d'ailleurs constitue un motif interne. Donc, il y a en même temps les deux qui s'imbriquent. Il y a quelqu'un qui peut, de manière individuelle, face à la vie, se retrouver dans des situations de dépression grave, de difficultés très aiguës, très poussées, où ne trouve plus de repères, ne trouve plus de solution, pour lequel l'individu qui se suicide croit que la seule solution, c'est de ne plus exister. Et il prend la décision de mettre fin à sa vie. Donc là, c'est des situations internes, c'est des conflits internes à soi, c'est des conflits qui sont à l'intérieur de son psychisme, à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son âme, et qui sont non résolus, pour lesquels l'individu ne trouve pas de solution possible ou probable et qui le pousse à se dire, en fin de compte, si je mettais fin à ma vie, est-ce que ça ne mettrait pas fin à cette situation de grave douleur, que ce soit une douleur physique ou bien une douleur psychique ou psychologique ou intérieure. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être classées dans les motifs internes ou classées dans les motifs externes, mais nous savons qu'il y a des graves difficultés vécues, il y a des situations de rupture, il y a des situations de dépression chronique, il y a des situations qui a semblé à l'individu très importantes. Ça peut être le manque de travail, le chômage conduit des gens au suicide, le manque d'enfants, par exemple, conduit des femmes et même des hommes des fois au suicide, la perte de travail ou d'une situation professionnelle, ou bien d'une carrière, ou bien d'une affaire. Est-ce que le suicide est une solution? Le suicide n'est pas une solution, mais en tout cas, c'est une assertion qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Quand vous prenez par exemple une personne qui est en fin de vie, qui sait que de toute manière sa mort est proche et qu'il n'y a plus de possibilité de survivre après un certain temps, et qui décide d'elle-même de couper, peut-être que la personne est à l'hôpital et puis qu'elle décide de couper tous les branchements d'oxygène qui le maintiennent en vie, les branchements respiratoires et tout, pour décider de mettre fin à sa vie parce que sa vie est maintenue par des appareillages. Le suicide n'est pas forcément une solution. Et quand, en tant qu'Africains, nous nous basons sur nos croyances diverses, il n'y a aucune de nos croyances en tant qu'Africains qui valide le suicide parce que nous croyons que il n'est pas donné à la créature d'opérer un acte qui n'est que du seul ressort du Créateur, donner ou retirer la vie. Donc donner ou retirer la vie, même si c'est à soi-même, c'est de l'ordre du Créateur. Donc c'est
pas à l'individu de se donner ou de se retirer la vie. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la teneur, la gravité des situations, des problèmes, nous pensons qu'il y a forcément des portes de sortie, il y a forcément des lueurs d'espérance et que le suicide n'est pas la solution. Une personne qui s'est suicidée, quelles sont les conséquences sur son entourage? Les conséquences sont de plusieurs ordres aussi, parce que il y a évidemment des personnes qui restent affectées douloureusement par non seulement la perte d'un être cher, mais la perte d'une manière dramatique, parce que le suicide est considéré comme une perte dramatique, comme une mort dramatique. Donc cette perte-là reste un deuil difficile à faire. Ça, c'est une conséquence grave sur les personnes qu'on laisse derrière. Il y a aussi les personnes qui restent indifférents et les personnes qui restent colériques parce que énervées contre l'acte qu'a posé leur disparu. Il y a des personnes parce que ne concevant pas que le suicide pouvant être une solution ou une bonne fin en soi ne pardonnent jamais à la personne qui s'est suicidée. Et il y a des personnes qui, tout en essayant de comprendre les motifs profonds, qui restent quand même difficiles à cerner jusqu'au bout, restons humbles. Comment éviter le suicide? C'est une question qui a plusieurs cordes comme réponse. Et tout dépend aussi des personnalités de chacun. Tout de suite, j'ai envie de dire, mais il faut éviter le suicide. Il n'y a pas à réfléchir sur comment l'éviter. Il faut avoir comme principe de vie que je ne me suis pas donné la vie, je ne suis pas auteur de ma vie, je ne devrais pas en être celui qui la supprime. Donc, il faut d'abord partir de ce principe. Mon deuxième élément de réponse est que pour éviter d'en arriver à des actes suicidaires ou bien à des pensées suicidaires, il faut apprendre à s'ouvrir, il faut apprendre à extérioriser ce qu'on vit de difficile, de douloureux. Il faut forcément trouver quelqu'un, il y a des personnes autour de nous. Les chrétiens, par exemple, vont avoir comme principe de prier à un certain moment donné de la semaine, ou bien chaque jour, ou bien chaque dimanche, d'aller au culte ou à l'église pour aller parler avec leur créateur. C'est un élément, un dernier élément que j'entrevois et que nous recommandons aux personnes, c'est de disposer des cadres. Ça peut faire partie de l'hygiène de vie aussi, de faire partie des clubs où on se rencontre, on organise des séances. Ça peut être de la bouffe, ça peut être de la musique, la danse, la causerie, ou c'est des cadres en tout cas qui permettent d'évacuer des choses difficiles, mais de manière ludique, de manière conviviale, de manière fluide. Mais ça permet quand même d'évacuer, d'alléger son cœur, comme on le dit. Donc on se rencontre à quelques-uns et on vit ce qu'on a à vivre, et puis ça permet au corps et à l'esprit de se débarrasser des lourdeurs, des poids, des frustrations. Prudence Lawson, merci. Je rappelle que vous êtes psychologue et directeur du cabinet Gestor Spy. Et c'est moi qui vous dis merci. Cette information qui vient de nous parvenir, le ministre des Armées invite les candidats déclarés admis au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises EFOFAT de Pia, session 2023, à se présenter à l'état-major général des FAT à Agouenivé le lundi 11 septembre 2023 à 7 heures précises. C'est bien évidemment pour des formalités administratives. Les candidats devront se munir d'une pièce d'identité. Tout candidat n'ayant pas répondu à cette convocation est considéré comme démissionnaire. Les Échos du Palais maintenant, affaire de complicité de traite de personnes, l'accusé à la barre a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Le nommé Gountier est un cultivateur demeurant et domicilié à Banyama, une localité située dans la préfecture de Thone. Au cours de l'année 2017, il a reçu et hébergé certains individus de nationalité burkinabé qui étaient venus vendre du poisson à des clients dans la ville de Dapaon. Durant leur séjour, l'un des étrangers a fait la connaissance de la nommée Menjouem, qui se trouve être la nièce de son hôte.
Il a fait savoir à celui-ci que la jeune fille lui plaisait et qu'il désirait la prendre en mariage. Gountier a alors informé Dame Fati, la mère de la jeune fille, des intentions de son hôte burkinabé sur cette dernière, laquelle a fini par suivre ces étrangers à leur départ. N'ayant plus de nouvelles de sa fille après plusieurs mois, Dame Fati fit convoquer Gountier à la brigade de la gendarmerie nationale de Korbongou pour explication. Mais, afin de ne pas répondre à la convocation, Gountier a pris la fuite en direction de Lomé et n'est revenu que 2 ans plus tard. Il a été rapidement appréhendé à son retour et interrogé. Il a expliqué que c'est avec l'accord de la mère de la victime que celle-ci était partie avec les Burkinabés, en précisant que c'est la mère elle-même qui l'a donné en mariage à l'étranger. Accusé de complicité de traite de personnes, Gountier est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène. Sport, football, l'exploit n'a pas été réalisé par les éperviers dames juniors en terre bissau-guinéenne. Battue à l'aller au stade de Kégué 3-1, elle avait obligation de remporter la manche retour pour poursuivre l'aventure. Malheureusement, le miracle n'a pas été opéré même à l'extérieur. Elles ont une fois de plus été battues par les bissau-guinéennes, cette fois 3-0. Football toujours, les poulains de Paulo Duarte jouent demain dimanche après-midi contre le Cap-Vert. Ce match compte pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Togo, déjà éliminé, aura à cœur de finir ses éliminatoires avec une première victoire à domicile. La revue de presse, à présent, les mouvements dans le système éducatif sont à la une de la plupart des parutions, du changement à la tête des universités publiques au report de la rentrée scolaire. Les journaux donnent leur point de vue. Eux, par contre, ne font pas partie du monde éducatif. Pourtant, ils ont effectué leur rentrée. Il s'agit de la rentrée parlementaire. Revue de presse, Léontine Atogima. L'hémicycle togolais a fait sa rentrée, annonce Écho du pays. L'Assemblée nationale amorce le dernier virage avant les prochaines législatives. C'est ainsi que le tonnerre interprète cette rentrée parlementaire. Pour Ouara les vainqueurs, ils auront essentiellement à étudier et à adopter la loi de finances exercice 2024 au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2023. À ce projet de loi s'ajoutent d'autres qui sont déjà sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le changement ne trouve rien de spectaculaire en cette rentrée des élus du peuple. Il écrit les députés de retour à l'hémicycle dans une indifférence totale aux urgences sociopolitiques de l'heure. Les élèves, eux, ont encore 2 semaines avant la rentrée scolaire. Prévue pour le 18 septembre, elle se tiendra le 25 prochain. Si certains parlent du report, ce n'est pas le cas à la Nouvelle Tribune. L'hebdomadaire s'explique. La rentrée scolaire se déroule en 2 étapes depuis ces 3 dernières années. Et ce sera la même chose pour cette année. Le ministre des Enseignements primaires et secondaire n'a fait que confirmer, relate le journal. Le personnel administratif fait sa rentrée le 18 septembre et les élèves suivront le 25 septembre, précise la parution. Le premier responsable de cette décision quitte ses fonctions universitaires pour bien embrasser son ministère. Focus Info rassure que le professeur Doji Kokoroko laisse un bel héritage derrière lui. Il laisse ce bel héritage à son collègue juriste Adama Bodar. Bodar et Kokoroko, des éminents juristes qui se succèdent, note l'audience. Le professeur Adama Podar va poursuivre l'œuvre transformationnelle de l'Université de Lomé, souligne Vision d'Afrique. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est la fin de cette édition. Retenez que le gouvernement togolais a changé de visage depuis hier soir. On note 5 nouvelles entrées et 2 ministres de l'ancienne équipe, le général Yak Damhan et Adedji Kodjo, deviennent ministres d'État. Bon après-midi chez vous.
Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Radio Lomé, à votre service depuis 7 décennies.